Salut à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le Top Crypto de mardi. Si vous l'avez loupé, je vous le remets en haut à droite de cette vidéo. On va parler Bitcoin et on fera le reste des cryptos qui manquaient et d'autres qui se sont ajoutés. Demain lors du live, je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus interactif et au moins, ça permet de donner beaucoup de contenu à l'ensemble des lives que nous faisons. Et comme ça, je pourrai lire beaucoup plus les commentaires et ce sera beaucoup plus interactif. C'est le but du jeu, bien évidemment. Accélération, on est en train de la vivre. Émotion, confirmation, on joue maintenant l'accélération. La hausse avait été entrevue il y a maintenant quelques jours, voire quelques semaines. Maintenant, on est en train de le vivre. La question à savoir, est-ce que ça va péter et accélérer? Et au nord, eh ben, il serait rationnel de penser que oui. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirerez pour vous aussi trouver votre propre style d'information. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, elle est disponible gratuitement, téléchargeable sur le Discord des rois du marché. Lien dans la description. Si vous souhaitez aller plus loin, toujours l'académie qui est ouverte. Nous avons des nouveaux académiciens qui nous rejoignent. Donc on fait des vidéos live les lundis, les mardis et les jeudis à midi. Et on peut échanger ensemble, travailler sur des modèles, parfois très lointains, et pourquoi pas beaucoup de prédictives, et on essaye de scénariser, de renforcer les billets via ce que l'on lit, ou ce que l'on voit, et non pas forcément ce que l'on croit, et essayer d'en déterminer des directionnels, ce qui est clairement pas la mince affaire, mais il semblerait que pour l'instant ces scénarios semblent se poursuivre, et surtout se répéter. On parle Bitcoin. Bon, toujours ce petit trade qui, à partir de maintenant, ne peut plus être perdant pour la simple et bonne raison que nous avons eu donc notre confirmation. Ici, on avait eu une émotion avec la petite mèche. Laissez vos trendlines, ne les bougez pas à ces trendlines. Quand vous les mettez, quand vous mettez des canaux, quand vous mettez des biseaux, quand vous mettez des triangles, que vous aimiez les patterns ou que vous réfutez littéralement les patterns, donc les triangles, les biseaux, les canaux, les droites, les parallèles, les résistances, supports, peu importe, mais essayez et tentez de les conserver le plus longtemps possible. On va pas tout ça parce qu'en fait, il y a une petite mèche là. Ah ben non, on va la rebouger. Ah ben non, c'est toujours une résistance. Ah, pas du tout. On conserve et on a bien eu ici une tentative réintégration pour aller chercher un point pivot. Juste ici qui a été rejeté, donc très bullish sur un premier arrêt. Le trade a été pris par rapport aux conditions qu'on avait énumérées début de semaine. TP numéro 1 pris. On a eu donc cette émotion confirmation avec une bougie de confirmation. On attend cette petite bougie d'acceptation et il semblerait qu'il n'y ait pas de réintégration en vue, jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, si vous avez eu ces informations-là, soit vous pouvez dès maintenant passer votre stop à break-even, comme ceci, soit attendre la bougie ici d'acceptation en vue de continuer l'accélération pour aller chercher un deuxième TP. Pour moi, c'est 75 000 $, mais ça peut être à 78 000, ça peut être à 80 000, peu importe. Moi, j'ai choisi 75 000 pour différentes raisons, notamment sur l'order flow et sur des poches de liquidité. Je serai donc la contrepartie vendeuse de shorters en découvert qui se feront éclater, mais des fois on gagne, des fois on perd, c'est comme ça. Je sais que sur les commentaires, pas mal disent « Bah, si Hermès c'est bullish, alors il faut shorter, écoutez-moi, croyez-moi, etc. » Bon, bah, force est de constater que les shorters actuellement se font malmener et sont encore sous l'eau, mais ça changera bien évidemment et on joue toujours nos confirmations, ni plus ni moins. Ça ne gagne pas toujours. L'objectif, c'est de le répéter un maximum de fois et ce dans le temps pour en tenter d'en tirer ce qu'on appelle un rendement. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, on pourrait presque appeler ça un rendement dit infini et robotisé ou mécanisé ou automatisé si vous le souhaitez. Donc voilà, deux choix. Soit on passe directement à break-even. Moi, personnellement, je ne le fais pas puisque je n'ai pas encore cette bougie d'acceptation. Donc il me faut juste une bougie de clôture en délit supplémentaire pour confirmer cette bougie d'acceptation. Pour la simple raison que, alors ça ne veut même pas dire que ça va marcher, puisque si on passe en hebdomadaire cette fois-ci, bah pour l'instant on n'a rien. On peut très bien reclôturer juste en dessous ici, mais je pars du principe que par rapport au time frame que je vise sur ce marché, sur des plus petits time frames, j'aurai donc mon acceptation sur une bougie en journalier. Mais ça ne veut pas dire que je vais gagner, bien évidemment, et je passerai à ce moment-là mon stop à break-even. Si on veut donc jouer les accélérations, vous l'avez bien compris, c'est pas en 4 heures, c'est pas en 1 heure, c'est pas en 5 minutes, et c'est même pas en journée qu'il faut regarder, c'est plutôt en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, actuellement, on n'a rien, tout simplement. Donc ici, vous avez une bougie de contrôle, haut de range, bas de range. On tente de saisir ce haut de range ici. Si on clôture au-dessus des 70 600 $, croyez ou non, mais c'est plutôt bullish, mais faites très attention. Pour la simple raison qu'on sait d'où ça vient, et d'où vient en fait cette magnifique bougie verte en hebdomadaire. Allez pas chercher très loin, ça fait 6 mois qu'on en parle, c'est ici. Quasiment $1 milliard, voire plus d'1 milliard en 3 jours qui ont été aspirés par l'ensemble des acteurs et des faiseurs de ce marché, notamment du côté des ETF au comptant Bitcoin. 100 millions, 886 millions, 488 millions
de pression acheteuse. Et bravo à FBTC, je ne sais même plus qui c'est Fidelities, me semble-t-il, oui, c'est ça, Fidelities. Après, vous avez BlackRock juste ici avec un petit peu moins d'énergie, mais techniquement, c'est pas baissier, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est bullish. Et il y aura donc une contrepartie de cette pression acheteuse pour pouvoir sortir dans des poches de liquidité. Je pense naturellement aux mineurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vendre. Ça, on le verra sur CryptoQuant et c'est assez bien représenté. Et je pars du principe que c'est plutôt vrai, mais actuellement, ça ne bouge pas. On verra si oui ou non, au niveau de notre H-Ribon, on pourrait éventuellement prétendre une forme de capitulation des mineurs, mais actuellement, rien ne l'indique. Et quand on regarde le Shoppiness, quand je vous parlais en début de vidéo que ça pouvait éclater littéralement à la hausse, c'est qu'on est passé dans une absurdité de surcompression, ici en vue d'un violent mouvement. La question qu'on va se poser dès lors, c'est si on regarde sur des petits time frames, on voit que c'est plutôt bullish. Si on regarde sur des plus grandes time frames, en fait, on n'a clairement pas cette visibilité. On est actuellement sous résistance. Est-ce qu'on achète sous résistance? Non. Généralement, on vend sous résistance, mais vendre sous résistance, ça ne veut pas dire shorter. Ça ne veut pas dire se mettre contrepartie d'une potentielle résolution. C'est qu'on prend des profits sous résistance. Sur des hauts de canaux, sur des hauts de biseaux, sur des hauts de range, on prend des profits. Et range trader, vendez ces hauts de range. On y est, faites votre job, ni plus ni moins. Vous serez la contrepartie, mais partez du principe que ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, bien évidemment, surtout sur des plus petites time frames. Mais on a une forme de résolution qui est potentiellement imminente, donc ça joue à peu près à 15 jours jusqu'à présent, 15 jours, 3 semaines grand maximum. Et à ce moment-là, si je vous dis qu'il y a une résolution vis-à-vis du Shopping Index dans les 3 semaines, ça nous enverrait fin juin, prise de liquidité et visibilité sur les options. C'est le seul indicateur temporel qu'on peut éventuellement observer. On est passé sous les 70 000 $ vis-à-vis du strike price du mois de mai. Et je vous l'avais dit, je doute qu'on soit au-dessus des 70 000 $ au mois de mai, fin mai. Finalement, on le fait juste après, formidable. Et je vous pose la même question, et en tout cas, je fais cette même représentation. Je doute qu'on soit au-dessus des 75 000 $ tant qu'on est en range. Si on est au-dessus, on passe en tendance, et là, on accroche nos ceintures, et c'est plutôt bullish pour les bitcoins, soit dit en passant. Mais actuellement, on ne l'a pas, on ne le voit pas. Et le max pen price, 54 000 $. On se renvoie dans les cordes. Dès lors, je vous fais une petite représentation assez simple. Ici, expansion, travail, réintégration avec une bougie assez violente, très probablement catalysée, et ça nous donnera tout simplement cette forme de temporalité par rapport aux options, et retour sur les 54 000, 55 000 $, aller chercher tous les stops complètement évidents qui se trouvent actuellement ici. Alors pourquoi ça monte? Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Parce que le marché se nourrit de liquidités. Les échangeurs ont pour objectif d'exécuter un maximum d'ordres. Et les market makers sont là pour apporter la liquidité en vue d'exécuter ces différents ordres. Et vous allez voir qu'actuellement, la liquidité se trouve où? Plutôt au nord, jusqu'à preuve du contraire. On le voit très bien ici. Et on a ces clusters de liquidité jusqu'aux 80 000 $ du côté de Descent Trader. Donc on finira bien par aller les chercher. Alors je ne dis pas que ce ne sera pas défendu. Je dis juste qu'on finira bien par aller les chercher. On est si près du but. Au minimum, jusqu'aux 74, 75 000 $. Je pense que c'est un strict minimum. En vue d'une forme de résolution, d'une prise de conscience, pourquoi pas d'un FOMO, pour faire basculer les vendeurs en acheteurs, passer de short en long, en vue de se faire liquider tous les longs, puisqu'on a encore le temps chez les rois. On n'a pas de breakout et de lancement de all season si on suit la temporalité d'ici fin 2024. Donc nous n'y sommes pas. Je vais reprendre par rapport à la dominance, comme ça, c'est assez intéressant de l'observer, puisque ça remet un petit peu les choses en perspective. On va commencer avec le BTCD, donc la dominance de Bitcoin vis-à-vis du reste du marché. Si vous reprenez par rapport à l'historique depuis les différents cycles, on l'a temporalisé, en tout cas on a tenté de le temporaliser. À chaque fois, les démarrages de perte de dominance assez franches vis-à-vis de Bitcoin se font fin d'année. Donc c'est septembre, octobre, novembre, post-halving. Donc ici c'était 2016, puis 2020, puis 2024. Potentiellement. Actuellement, nous n'y sommes pas. Et on vient toujours chercher un ATH, ou en tout cas on tentait d'aller chercher une forme d'accélération en vue d'un retournement. C'est exactement ce qui s'était passé donc juste ici, avec une forme de réaccélération pour atteindre en 2016, donc décembre 2016, juste ici, les 97%, puis juste là, avec une forme d'accélération assez franche, aux alentours des 73%, c'était donc en décembre 2020, et why not? On se met en décembre, ici 2024, ou octobre, novembre, décembre 2024, pourquoi pas aller chercher une forme d'accélération en vue de voir une dégradation extrêmement franche et une rotation vis-à-vis du secteur crypto pour démarrer un all season. Si vous voulez faire une forme de corrélation entre le marché crypto et le marché plus traditionnel, notamment les valeurs technologiques, puisque on peut partir du principe que les crypto-monnaies sont dans une classe d'actifs dites de haute technologie, ou en tout cas technologique. Actuellement, S&P 500, nouveau high. Mais le nouveau high,
vis-à-vis du S&P 500. C'est clairement pas catalysé par le S&P 495, j'ai presque envie de dire 493. C'est clairement catalysé par quoi? Par les GAFAM, jusqu'à preuve du contraire. Et on a ce petit indicateur GAFAM. Merci à Nvidia, encore une fois, qui continue à pousser littéralement ce marché, qui bouffe littéralement l'intégralité de la capitalisation boursière du CAC 40. C'est quand même dingue de voir en fait j'allais dire une crypto, mais une action technologique de très haute technologie, soit dit en passant, passer vers une baisse de 70% il y a encore 2 ans et faire aujourd'hui de nouveaux sommets et peser plus lourd que le CAC 40 réuni. Quand je parle du CAC 40 réuni, je parle de Total Energy, je parle de LVMH, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nvidia pèse plus gros que LVMH, Total Energy, Vivendi, Vinci, réunis. C'est quand même assez fou. Et sachez que ces grandes entreprises-là font 88% de leur chiffre d'affaires en dehors de la France. Donc c'est pas dire, oui, mais la France c'est petit, la France c'est... Non, la France c'est un grand pays, 6e puissance mondiale, bientôt 7, soit dit en passant, mais partez du principe que 88% du chiffre d'affaires généré par le CAC 40 se fait à l'étranger. Très très important de le comprendre. Donc si vous faites cette forme de corrélation, actuellement, c'est plutôt les GAFAM qui sont en train de lead ce marché, et tant que les GAFAM, si on fait un raccourci un petit peu tiré par les cheveux, soit dit en passant, entre GAFAM et le grand leader de la crypto-monnaie Bitcoin, ils pourraient encore prendre de la dominance. Or, on voit de plus en plus passer, notamment sur Twitter, la dominance de Ethereum vis-à-vis de Bitcoin, qui vient de faire son breakout. Ok, mais restons en hebdomadaire. On a quoi ici? On a un breakout avec une émotion, confirmation et acceptation ici, en vue d'une accélération. Mais ce que veulent pas voir les boules, ce sont donc bien des réintégrations. Si on prend, soit dit en passant, par rapport à la précédente cyclicité, entre Bitcoin et Ethereum vis-à-vis du précédent cycle, lorsqu'on avait fait ce breakout, on n'était pas forcément revenu en dessous, soit dit en passant. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, même si on n'a qu'un seul backtest, généralement ça semble plutôt bien fonctionner. Je reprends en fait, c'est exactement cette même trendline avec une espèce de triangle de contraction. Ici, une déviation qu'on pourrait éventuellement considérer comme une forme de manipulation. Ici, on a exactement la même chose, une forme de déviation un petit peu plus... lointaine par rapport à la temporalité, mais c'est pas très très grave, on fait en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit, on n'essaye pas de timer le marché. Et quand on avait breaké, on avait vu cette accélération, pullback et all season pour janvier, février, mars, avril, mais de l'année d'après, ici 2021, ce qui nous correspondrait pour nous plutôt à 2025. Maintenant que vous avez ça, on a bien l'impression de se dire, ok, toutes les planètes sont au vert du côté d'Ethereum, tout va dans le meilleur des mondes, on a eu des acceptations au niveau des SERFA, et derrière on aurait peut-être le S1 qui devrait nous donner la possibilité de pouvoir trader, ou en tout cas spéculer à travers un ETF Ethereum aux États-Unis, donc chez Wall Street, pour donner l'intégralité du monde, la possibilité directement d'y investir des deniers. Et vous allez voir, je vais faire une transition, ça va peut-être vous choquer par rapport à ce poids et par rapport à cet impact sur le marché, mais pas un instant T a posteriori vis-à-vis d'Ethereum. Mais ce n'est pas une certitude absolue, encore une fois, ce n'est pas fait. Donc le jour où ce sera fait, à ce moment-là, on agira en fonction de ce que l'on voit, non pas en fonction de ce que l'on croit. Et on pourrait revenir sur ce fameux buy the rumor, ce dit en passant, c'est the news. Pourquoi? Parce que si on prend la dominance de Atom, vous allez me dire, il va nous gonfler avec Atom. Non, c'est plutôt intéressant de l'observer. Si vous prenez Atom Cosmos, et vous prenez la dominance vis-à-vis de Ethereum cette fois-ci. On a vu exactement la même chose par rapport à ce petit triangle de contraction. Alors pas avec la même temporalisation, mais vous comprenez bien que ce que veulent pas voir les boules, ce sont des réintégrations. Vous aviez exactement la même chose ici. Vous voyez les backtests? 1, 2, 3 dans un triangle avec une déviation. Ici qu'on pourrait considérer comme une manipulation avec une bougie d'émotion, acceptation, confirmation en vue de quoi? D'une accélération. Non, réintégration, nouveau plus bas. La dominance vis-à-vis d'Atom par rapport à Ethereum a perdu 50%. C'est énorme. Et c'est clairement ce qui peut se passer en l'espace de un quarter, un trimestre si vous voulez, vis-à-vis de Bitcoin. Si vous prenez le choppiness sur un quarter, à peu près 4 mois, comme ça on y revient et ça me donne une petite transition, vous avez à peu près 4 mois, 3 à 4 mois pour revenir généralement visiter le bas de ce canal, si vous voulez, en tout cas le bas de l'oscillateur, aux alentours on peut dire les 35, les 40, chacun fait comme il veut, moi je prends les 38,2, mais chacun son truc, il n'y a pas de problème avec ça, moi j'aime bien utiliser les fibos. Mais vous avez à peu près un quarter, et la question à se poser, c'est que, à l'heure où je vous parle, est-ce que Bitcoin, par rapport au shoppiness, quand celui-ci sera déchargé, est-ce qu'il sera au-dessus des 70 000 $ ou en dessous des 70 000 $? Dans 4 mois, juin, juillet, août, septembre, en vue de faire une rotation et d'une très forte accélération. En somme, un piège baissier ici, un bear trap, ni plus ni moins. Catalysé par des news que je ne connais pas, dès lors, je ne me prononce pas. Maintenant, pourquoi je suis assez confiant à une forme d'accélération
assez brutale pour aller chercher de la liquidité. Et je dis ici que de la liquidité, puisque ce que les boules ne voudront pas voir en cas de résolution et d'expansion, ce qui est très probablement imminent, ce sont donc des réintégrations. Ça, c'est méga baissier. On aura peut-être un avant-goût du côté de BNB. Pourquoi? Parce que BNB nous fait un nouveau sommet. Donc bravo à toi, bravo à lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez très probablement, hein, on l'avait vu depuis des mois et des mois et des mois. On l'avait vu sur les Open Interest, on l'avait vu notamment sur un petit indicateur qu'on utilise juste ici. Non, je ne sais pas là, voilà, juste là. Et vous avez vu BNB, vous voyez, il y avait du vert ici. En fait, tout était rouge, donc les fundings étaient plutôt fortement positifs. Et ici, c'était vert, donc fortement négatif. Je ne sais pas qui avait quoi contre Binance, contre CZ, etc. Après, c'est justifié par rapport aux événements du passé, hein, encore une fois, mais partez du principe que tous les événements que vous connaissez, connus, qui sont passés devant vos yeux ou qui ont traversé vos deux oreilles, ont déjà été pris par le marché et pricés par le marché dans 99,9% du temps. Donc tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on connaît, le marché l'a déjà anticipé, l'a déjà pricé. Il faut le comprendre comme ça. Et il y avait en fait une forte décorrélation entre les fundings qu'on observait vis-à-vis du reste du marché, notamment sur les cryptos totales les plus capitalisés du TOMVA, et Binance qui était très fortement malmené, notamment shorté, puisque les fundings étaient négatifs. Ça veut dire que les acheteurs étaient payés pour pouvoir acheter le marché, tout simplement. En tout cas, apporter de la liquidité acheteuse, ici, contrepartie de longue par rapport au perpétuel futur, pour acheter le marché. La résolution a donc eu lieu, les open interest se sont littéralement renversés, même s'ils sont extrêmement croissants et toujours soutenus ici. Donc on ira dégommer un maximum de bébères, jusqu'à temps qu'on trouve une forme de résolution, et pourquoi pas, peut-être une réintégration. Je vais vous le montrer comme suit. On revient sur BNB. Si vous voyez ce type de choses, on va passer en daily, ce sera beaucoup plus chouette. Vous avez donc ici un range, avec d'ailleurs un triangle qui est plutôt une résolution haussière ici. Ça fait office maintenant donc de support. Ce qui faisait office de résistance fait maintenant office de support. Dans un marché haussier, c'est très bête et discipliné. L'objectif, c'est de maintenir les supports et de casser les résistances. Ok, on maintient les supports, on casse les résistances. On maintient les supports, on casse les résistances. On maintient les supports, on casse les résistances. Si on venait à maintenir les résistances et à casser les supports, on retournera très probablement le marché. Dès lors, on irait chercher quoi? Ce qu'on appelle les troisièmes bornes. Généralement, c'est réintégration. On tente de faire l'exclusion. Ici, on prend tous les TP possibles imaginables en vue de retourner ce marché avec un M-top, plutôt une pattern baissière ici, réintégration pour aller visiter tout le bas du range et prendre tous les stops qui sont complètement évidents. Et ça, ce serait une corrélation parfaite par rapport à une prise de dominance assez folle vis-à-vis de Bitcoin, dans l'espoir d'être un tout petit peu trop pressé par rapport à une représentativité du marché qu'on peut avoir vis-à-vis de la cyclicité, et de se retrouver en septembre avec pas mal d'aigreur à l'estomac, mais finalement le meilleur moment et peut-être la meilleure opportunité de pouvoir se positionner. Or, à ce moment-là, très probablement que beaucoup se seront surexposés et seront malheureusement rectes du marché. Donc faites attention à ça. Je pense que nous avons encore le temps, je reste extrêmement et foncièrement haussier, mais je pense que ce n'est pas le moment de faire all-in pour pouvoir se surexposer, puisque les confirmations se feront uniquement, et je dis bien uniquement, sur des time frames les plus petites que nous devons analyser sur la cyclicité, mais en hebdomadaire. Actuellement, c'est juste une bougie, probablement de liquidation, jusqu'à preuve du contraire. Mais ça reste haussier. Donc le voyant sur BNB, ma foi, ça peut peut-être également se passer sur Ethereum. Ethereum, il est à l'aube d'aller chercher son expansion, ce que Bitcoin est en train de faire, ou potentiellement va faire, pour aller chercher la liquidité qui est en contrepartie. Maintenant, c'est boule parce qu'il y a de la pression acheteuse. Donc pression acheteuse, plus des intérêts ouverts et des intérêts qui continuent à s'ouvrir, soit dit en passant. Hein. Ici, on voit que c'est maintenu. Il y a de l'intérêt qui reste ouvert. Les vendeurs restent en position et les acheteurs tentent de pousser ce marché. Et les spreads sont positifs. Donc la demande est supérieure à la vente ici. Maintenant, il faut comprendre quelque chose d'extrêmement important. Qui fait la variation de prix d'un actif, d'un asset? On prend l'exemple de Bitcoin. C'est la rencontre entre l'offre et la demande à un instant T, généralement sur des ordres dits au marché. Si j'achète massivement au marché, je vais décaler le cours, alors on parle de plusieurs centaines de millions de dollars, je vais décaler le cours au nord. Si je vends pour des centaines de millions de dollars au marché, je vais très probablement décaler le cours ici au sud, puisque j'irai chercher la contrepartie jusqu'à ce que quelqu'un soit d'accord pour pouvoir aspirer la liquidité que j'offre au marché. Maintenant, le fait de voir des ETF au comptant Bitcoin être fortement soutenus, et on le voit ici avec une vraie influence par rapport au cours de l'action, en tout cas le cours de Bitcoin, c'est normal. Mais posez-vous cette question. Est-ce qu'au moment de son exécution, les ETF au comptant Bitcoin, quelle que soit sa dimension, ont un impact sur le prix? La réponse est non. Au moment de l'exécution,
C'est tellement rapide et tellement éphémère qu'il n'y aura plus aucun impact sur la variation de prix. La seule chose qui pourrait y avoir un impact, c'est par rapport à l'offre disponible de Bitcoin, puisque s'ils sont achetés et ils ne sont pas vendus, généralement, c'est qu'ils ne sont pas disponibles à un instant T. Qui détient le supply aujourd'hui de Bitcoin en très grande majorité? Ce sont les holders de Bitcoin. Et c'est eux, en fait, qui ont un poids, une pression, à la hausse comme à la baisse, vis-à-vis d'une situation de marché, pour pouvoir influencer le price action. Et actuellement, on voit qu'ils ne vendent pas trop. D'ailleurs, s'ils ne vendent pas trop, on peut même le voir du côté des contrats futurs par rapport à une autre pression acheteuse, c'est que c'est plutôt bullish puisqu'ils achètent ici. Vous voyez, les Bitfinex, ça continue à acheter de façon assez franche, assez forte. On commence à observer une espèce de petite latéralisation en vue d'avoir une baisse. Et si ça baisse, je vous le donne en 1000, ici ça monte, tout simplement. Maintenant, par rapport à notre para-range, on vient de faire une émotion. On n'a pas encore la confirmation ici en hebdomadaire. Si on l'a, objectif, aller chercher les 88 000 $. Mais on peut très bien faire ceci et reclôturer ici. Sachat liquidité, manipulation de marché, expansion, réintégration, ou en tout cas résolution, réintégration, très baissier, objectif, aller chercher toute la liquidité qui se trouve où? En bas. Deuxième chose qui est très importante. Troisième chose, je le dis en passant, mais je pense que c'est important de le dire. On a souvent tendance à penser que lorsqu'on vient chercher de la liquidité haute, toute la liquidité se trouve ensuite en bas. En réalité, c'est faux. C'est pour ça que le prix en fait se déplace et ne revient pas forcément systématiquement à un point 1, à la valeur initiale. Pour la simple raison que ceux qui se font liquider ici, la contrepartie en fait vendeuse, par rapport à des shorts qui se font liquider, donc une pression acheteuse, prennent des profits. Donc quand la liquidité en fait ici se fait capturer, des vendeurs, des acheteurs en long ici prennent la liquidité, et vous voyez donc quelque chose d'assez fou, c'est une diminution au niveau des open interest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours ira chercher là où il y a de l'intérêt sur ce marché. Ça peut être soit au nord, soit au sud. Mais ça ne veut pas dire que on est parti chercher là, donc ici il y a encore la même liquidité, on peut le voir très bien sur nos indicateurs techniques qui se trouvent ici sur les 50 000 $. La réponse est non. C'est faux. Peut-être qu'il n'y en aura quasiment plus. Ou elle se trouvera beaucoup plus bas. Ou peut-être beaucoup plus haut, se dit en passant, mais c'est pas une représentation exacte. En tout cas, c'est pas une certitude, si vous voulez. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. C'est pour ça qu'on ne peut malheureusement pas, par rapport à des indicateurs d'order flow, par rapport à des estimations, pas forcément providentielles, mais plutôt une estimation vis-à-vis du carnet d'ordre, dire que la liquidité a été prise au nord, donc on doit aller la chercher au sud. C'est jamais une certitude. C'est quelle est la pression de longue, notamment lors d'une nouvelle prise de direction ou d'une explosion, qu'elle soit haussière ou baissière, vis-à-vis de sa contrepartie. Je prends l'exemple très concret sur un cours, comme ça je finirai là-dessus. J'efface tout, parce que j'aimerais garder cette charte à peu près propre. Je vous prends un exemple très concret. Ces boules, on a la validation que ces boules. En somme, résolution, acceptation en vue d'une accélération. On fait le pullback. Ici, il n'y a pas de vendeurs à découvert en fait, parce qu'ils se sont fait liquider. Donc les vendeurs à découvert qui se font liquider, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, c'est assez drôle, mais on passe acheteur en fait. De bear, on passe boule. Peut-être au pire moment, soit dit en passant. Derrière, ici, je suis la contrepartie. J'ai une pression acheteuse, je fais des leviers surdimensionnés, parce que je n'ai pas pris le play ici, donc ça va aller que plus haut, je suis certain que ça va aller plus haut, donc j'achète en longue, avec des leviers parfois peut-être un petit peu trop exagérés. Et puis finalement, réintégration. Et ça baisse. Oui, mais 0,50 du tout le précédent mouvement, c'est bon, il faut y aller. Donc j'achète et je suis la contrepartie. Oui, sauf que les vendeurs à découvert, c'est ici qu'ils auraient dû vendre, et comme ils sont passés acheteurs, il y a moins, entre guillemets, de liquidité vendeuse ici qui s'y trouve. Et donc je suis toujours la même contrepartie. Les open interest qui augmentent, des fundings qui sont extrêmement positifs, alors que le prix baisse. Et généralement, comment ça se finit? Par une bougie de liquidation. Et voilà. Et bienvenue dans une partie de no wake-off, pour aller chercher potentiellement un spring, en vue d'une réaccumulation puis une expansion finale, ou malheureusement d'une distribution, en vue d'une dégradation plus importante. Et ça, cette grande vague, ou cette grande dégradation, ou cette grande expansion, on l'aura très probablement d'ici, en tout cas une forme de direction, dans les 3 prochaines semaines, qui se découlera sur les 2 à 3 prochains mois. Et ça, le Shopee Nasdaq peut nous le donner. Je vous remonte quelque chose et je finirai là-dessus. 24 minutes, c'est bien. On a plutôt bien tenu. On n'a pas fait beaucoup de crypto, on le fera demain. Mais j'avais envie de vous montrer ça pour vous replonger. En 1996, on l'a souvent fait sur les lives des rois du Bitcoin, mais j'ai trouvé ça assez sympa, le partage de Esprit Critique, qui nous remontre en fait une vidéo qui date du 20h de France 2. Vous mettrez, je ne vais pas vous la faire là,
Comme ça vous permet aussi d'aller faire... Je vais le retweeter, comme ça vous pouvez aller voir sur le Twitter des rois du Bitcoin. Vous vous mettez à 1 minute 36, et en fait, il dit exactement cela. À quel point ces certitudes ne peuvent malheureusement pas guider des décisions rationnelles. Alors que vous êtes fait, et vous travaillez, et vous êtes conditionné pour... et vous maîtrisez, vous êtes expert dans votre domaine d'activité. Mais à quel point ces certitudes sont violentes lorsque malheureusement elles ne se concrétisent pas. Et souvent, malheureusement, elles ne se concrétisent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent avoir des plans B, voire des plans C, voire presque des plans D. En somme, il disait, penser que les 18 millions d'utilisateurs du Minitel vont basculer sur Internet, c'est un peu près aussi idiot que de dire qu'on va verser la mer Méditerranée dans la tasse de thé. C'est un constat. Aujourd'hui, il y a bien plus que 18 millions de Français qui sont allègrement passés vers Internet. Mais il avait raison. Pourquoi il avait raison? Parce qu'il expliquait, ce monsieur, c'est pour ça que c'est intéressant de le revoir. Il disait, mais on ne va pas donner du grain à moudre ou militer pour s'équiper en PC. Parce que ça voudrait dire, en fait, que Minitel étant français, on mettrait de côté notre industrie française de haute technologie. Ne riez pas quand je dis haute technologie de Minitel. À l'époque, c'était de la haute technologie. Pour pouvoir favoriser une entreprise, notamment américaine, vis-à-vis, et notamment Microsoft. Et il faut savoir qu'à ce moment-là précis, il y avait 2 millions de personnes, de Français, de foyers français qui étaient équipés en poste informatique contre 8 millions aux États-Unis. Le ratio était à peu près équivalent. Et à la différence que on apprenait l'informatique à l'école de façon extrêmement anecdotique. C'était 1 heure par mois quand vous étiez au collège, etc. à l'époque. Enfin, c'était quasiment que dalle, voire faire des spécialisations. Aux États-Unis, il y avait une obligation d'avoir un ordinateur personnel pour aller notamment au collège, dans les écoles élémentaires, etc. Donc vous voyez, ils ont eu raison de le faire, puisqu'ils l'ont poussé. Maintenant, on n'avait pas le Minitel, nous, à l'école, soit dit en passant. Ou peut-être je dis peut-être une bêtise, mais je ne me souviens pas de cela. Peut-être que j'étais trop jeune, soit dit en passant. Vous me le direz dans les commentaires. Mais à quel point ces certitudes sont parfois trompeuses. Donc faites attention à ça. Et on peut éventuellement essayer de faire une corrélation d'adoption assez massive par rapport aux ruptures technologiques blockchain, pour la simple raison que actuellement en hardware, nous sommes équipés. Les infrastructures tentent de se construire, bien dit de façon décentralisée, mais les infrastructures accueillant ces technologies-là existent déjà et d'ores et déjà. Dès lors, l'adoption peut être bien plus rapide que nous le pensons. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin. Ciao.